L'Europe connaît actuellement de nombreux bouleversements et doit s'adapter à de nouvelles donnes écologiques avec des températures qui se réchauffent de plus en plus, nouvelles donnes géopolitiques aussi avec le retour des empires, de l'Amérique à la Chine en passant par la Russie. Dans ce contexte, quel est le rôle de la France et plus précisément quel est le rôle de sa diplomatie? Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères n'a peut-être jamais aussi bien porté son nom. Notre invité aujourd'hui sur Euradio contribue justement à faire vivre ce lien entre l'Europe et la France. Bonjour Vincent Guérand. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Union européenne au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Euradio. On va bien sûr parler de ce qu'est cette direction de l'Union européenne, de son rôle auprès du gouvernement, de son rôle aussi d'interface avec les institutions. Mais d'abord, Vincent Guérand, on avait envie de parler un petit peu de votre parcours. Après avoir fait l'ENA, vous avez été rédacteur à la direction de la coopération européenne. Vous avez aussi fait partie du cabinet de la commissaire européenne aux relations extérieures et vous avez aussi passé 7 ans au service européen pour l'action extérieure. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire carrière dans les affaires européennes ? Merci de cette invitation, merci à Euradio. C'est vrai que j'ai, assez jeune, eu envie de faire une carrière au ministère des Affaires étrangères, avant même qu'il ne s'appelle le ministère de l'Europe des Affaires étrangères. Et c'était à la fois par goût personnel, par un rêve un peu romantique, je ne mentirai pas, mais je ferais peut-être sourire en disant que j'étais un grand lecteur de Tintin, des aventures de Tintin, et que ça a un peu joué, en tout cas dans mon jeune âge, à cette envie de découverte. Et puis, j'avais eu la chance, jeune et enfant, d'aller souvent en Allemagne et en Italie, et j'avais une envie de sortir des frontières et de travailler à ce beau projet qu'est la construction européenne. Et donc tout ceci m'a conduit à faire des études dans ce sens et puis à passer des concours qui permettent justement d'accéder à des fonctions de responsabilité au sein de ce ministère qui est devenu celui de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors vous avez passé, je le disais, 7 ans au service européen pour l'action extérieure qui est en quelque sorte le service diplomatique de l'Union européenne et vous avez été chef de la délégation de l'UE en Indonésie et au Brunei. En quoi consistait cette fonction ? Effectivement, donc c'est peut-être peu connu, mais l'Union européenne dispose d'un réseau diplomatique constitué de 145 délégations qui sont l'équivalent de ce qu'est le réseau diplomatique européen ou de ce que sont les réseaux diplomatiques de chacun des pays européens. Alors ce n'est pas un 28e réseau, c'est un réseau qui vient en complément de celui que peuvent entretenir chacun des pays membres de l'Union européenne. Et c'est un réseau qui est là justement à la fois pour être le bras projeté des politiques européennes qui sont directement sous la compétence de l'Union européenne, notamment la politique commerciale, la politique de la pêche, mais également pour faire en sorte que la coordination européenne dans chacun des pays soit la plus forte possible. Donc ce sont les chefs de la délégation de l'Union européenne qui assurent la coordination locale. On appelle ça dans le jargon la présidence locale de l'Union européenne. Et dans le cas de l'Indonésie, nous avons négocié un traité, vous commencez la négociation d'un traité de libre-échange. Nous avions un dialogue de sécurité, nous avions un programme d'aide au développement et d'aide du gouvernement au gouvernement indonésien sur le climat, la transition climatique. Donc beaucoup d'éléments en forte coopération avec la vingtaine d'ambassades nationales de pays européens sur place à Jakarta. C'est ce qui se rapproche le plus d'une ambassade de l'Union européenne dans les pays, on peut le décrire comme ça ? Oui, et ce d'autant plus que, par courtoisie, le chef de la délégation de l'Union européenne avait également le titre d'ambassadeur de l'Union européenne en fonction du protocole de chacun des pays hôtes. Mais effectivement, une quasi-ambassade avec de nombreuses fonctions communes et avec des différences naturellement aussi, notamment l'absence de fonction consulaire, puisqu'il y a bien une citoyenneté européenne, mais il y a cette fonction consulaire, elle est que très subsidiaire, et un certain nombre d'autres fonctions culturelles notamment qui sont moins développées, mais néanmoins avec des fonctions politiques, économiques et de coopération qui sont très affirmées. On reviendra évidemment sur la diplomatie européenne, mais revenons à votre fonction actuelle, celle de directeur de l'Union européenne. D'abord, quelle est l'histoire de cette direction au sein du ministère des Affaires étrangères, devenu ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ? C'est une très bonne question, et c'est vrai que l'histoire des administrations, l'histoire des institutions est elle-même passionnante. Alors, dans le cas de la direction de l'Union européenne, son histoire assez récente épouse celle de la construction européenne elle-même,
puisque jusqu'en 1993, nous avions une communauté économique européenne et la direction de l'époque était le service de coopération économique. Donc c'était un service de coopération économique et qui abordait la construction européenne essentiellement sous l'angle économique d'alors. On se souviendra qu'en 1993 est rentré en vigueur le traité de Maastricht qui, je le rappelle, a institué l'Union européenne comme successeur de la communauté économique européenne et qui, à l'époque, avait institué 3 piliers. Un pilier économique, un deuxième pilier de politique étrangère et un troisième pilier de coopération en matière de justice et d'affaires intérieures. Et précisément, le passage de la direction économique à la direction qui s'appelait à l'époque la coopération européenne visait à pouvoir embrasser le pilier économique et le pilier de justice et d'affaires intérieures. Il y a eu une deuxième réforme 15 ans plus tard, en 2008, pour anticiper la mise en œuvre du traité de Lisbonne, qui entre en vigueur en 2009. Et cette direction de la coopération européenne est devenue direction de l'Union européenne, en englobant désormais également ce qui était autrefois le deuxième pilier, le pilier de la politique étrangère et de sécurité commune. Donc désormais, pour le résumer, la direction de l'Union européenne suit à la fois les questions économiques, les questions de politique étrangère et de défense commune, les questions de justice et affaires intérieures, mais également les relations que nous appelons bilatérales entre la France et chacun des pays européens. Et donc c'est précisément la coordination de ce lien bilatéral d'une part et d'autre part de ces questions communautaire européenne qui fait toute la force et tout le sel de cette direction de l'Union européenne. Et en quelques mots, comment vous définissez votre rôle de directeur de l'Union européenne au sein du ministère ? Alors mon rôle est de multiples facettes. D'abord, je dirige une direction qui compte environ 115 personnes, 115 agents, comme on dirait dans la fonction publique. Donc un rôle d'animation de cette direction. Deuxièmement, je représente cette direction dans un certain nombre d'instances de direction du ministère, avec d'autres directeurs, le directeur géographique en charge de l'Afrique, en charge du Moyen-Orient, en charge de l'Amérique, de l'Asie, mais également des directeurs thématiques en charge des Nations Unies, en charge d'affaires de sécurité. Donc dans cette instance collégiale de direction, je représente donc les questions européennes. J'ai également une mission de représentation dans ce qu'on appelle l'interministériel, lorsque nous collaborons avec d'autres ministères, et c'est naturellement permanent, notamment sur les affaires européennes, où je représente donc le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans ces instances de coordination interministérielle. Et enfin, j'ai une mission de représentation du ministère à l'étranger, dans les pays européens, où j'ai des contacts avec mes homologues dans chacun des pays européens et avec les institutions européennes. Donc c'est sur l'ensemble de ce faisceau de contacts et d'interlocuteurs que j'exerce ces fonctions. Alors votre direction, si je reprends ce que l'on trouve sur le site internet du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, est chargée du suivi des politiques internes et des questions institutionnelles. Très concrètement, comment s'effectue ce suivi par vos agents ? Donc cette direction est divisée en 4 services. Un service, effectivement, vous l'avez mentionné, qui est en charge de tout ce qu'on appelle les dossiers communautaires internes, c'est-à-dire ça va de la politique agricole commune en passant par le suivi du marché intérieur, l'union économique et monétaire, mais également donc les institutions européennes, le fonctionnement des grandes institutions, le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil. Et donc nous suivons l'ensemble des activités du Parlement européen et des autres institutions et le travail législatif. Ça, c'est le service interne. Il y a un service en charge des relations extérieures, que nous appelons dans notre jargon RELEX, qui est en charge donc à la fois des relations extérieures de l'Union européenne avec ses voisins, notamment la politique de voisinage, la politique d'élargissement, mais également des relations avec des pays plus lointains, de toutes les questions commerciales et également de toutes les questions de politique étrangère et de défense. Donc c'est un vaste domaine qui reflète en quelque sorte aussi l'activité de l'ensemble du ministère des Affaires étrangères. Troisièmement, nous avons 2 services dits bilatéraux qui suivent à eux deux les relations qu'entretient la France avec environ 34 pays européens. Je dis environ parce qu'il y en a certains dont nous suivons les relations, mais qui sont d'abord pas membres de l'Union européenne, comme le Royaume-Uni, la Turquie, la Norvège et d'autres. Et nous avons également la charge du suivi des relations avec un certain nombre de pays non membres de l'Union européenne, de plus petite taille, enclavés, comme Andorre, Monaco, le Liechtenstein, Saint-Marin, ou même le Saint-Siège.
L'invité de radio aujourd'hui, c'est le directeur de l'Union européenne au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Vincent Guérand. Alors votre direction, vous l'avez déjà mentionné, est aussi chargée de la politique étrangère et de sécurité commune. Très concrètement, encore une fois, quelles sont vos missions sur cet aspect ? Donc c'est un aspect majeur, il prend de plus en plus d'importance depuis un certain nombre d'années. Majeur parce que l'Union européenne a développé des outils d'action externe communs. On connaît probablement la politique commerciale commune. Depuis le traité de Rome, les institutions européennes ont confié à l'Union européenne la responsabilité de négocier des traités d'accords commerciaux. On a tous en tête peut-être l'accord UE-Mercosur, ou l'accord UE-Canada, ou UE-Australie. Donc c'est l'Union européenne qui négocie cela au nom des États membres, et cette négociation se fait naturellement étroitement en coordination avec les États membres. Donc c'est aussi la direction de l'Union européenne qui suit ce travail-là. On connaît peut-être également l'ensemble des politiques menées en matière de développement et d'aide humanitaire, en complément de ce que peuvent faire chacun des États membres de l'Union européenne. L'Union européenne, en tant que telle, a également développé une politique de développement coordonnée sur la base donc de principes qui sont ceux des Nations Unies. Et troisièmement, l'Union européenne, depuis une vingtaine d'années, a développé des outils de sécurité commune avec des missions, c'est-à-dire comme on connaît les missions des Nations Unies, donc des missions dans un certain nombre de pays en crise pour aider ces pays à dépasser leurs difficultés en matière sécuritaire notamment. Donc il y a des missions dans différents pays africains comme le Mali, comme la République démocratique du Congo ou comme des pays du Proche-Orient, dans les territoires palestiniens, en Irak, mais également désormais en Ukraine. Et donc l'ensemble de ces missions sont coordonnées à la fois par donc le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, bien entendu aussi par le ministère des Armées, et c'est tout ce travail qui est également suivi au sein de la direction de l'Union européenne. Justement, vous avez parlé de cette mission en Ukraine. Comment votre direction travaille comme en ce moment les tensions internationales sont très fortes? Je dis comme en ce moment, et même depuis 4 ans avec l'invasion russe en Ukraine. Qu'est-ce que ça a changé finalement pour votre direction, ce contexte international? Il est vrai que le contexte international de ces dernières années est extrêmement chargé, pour ne pas dire lourd et pesant, parce qu'il remet en cause aussi un nombre du cadre de règles que le monde s'était fixé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, notamment dans le cadre des Nations Unies, avec la Charte des Nations Unies comme principe fondateur. La guerre en Ukraine a été à l'évidence un choc très important, puisque pour la première fois on a observé une attaque d'agression non provoquée de la part d'un membre permanent du Conseil de sécurité contre l'un de ses voisins. Et même si des conflits larvés avaient pu être observés les années précédentes, pour la première fois, nous avions vraiment une invasion de très large échelle avec l'usage de moyens militaires très importants et des attaques contre des cibles civiles qui, d'ailleurs, ont été qualifiées par la justice internationale comme des crimes de guerre. Cette attaque, donc, qui a commencé, on s'en souvient, le 24 février 2022, donc depuis plus de 4 ans, a donné lieu à une réaction très forte de l'Union européenne. D'abord une réaction de condamnation, mais également une réaction de sanctions, puisque nous avons plus de 19 paquets de sanctions, 19 trains de sanctions européennes qui ont été adoptés à l'encontre de la Russie et de ses intérêts. Et ces sanctions visent à pénaliser son outil économique, ces sanctions visent aussi à pénaliser ses acteurs politiques, et ces sanctions visent à faire en sorte que la Russie ne puisse plus ou moins s'appuyer sur ses ressources naturelles pour en dégager des moyens financiers qui financeraient son effort de guerre. Donc on considère que petit à petit, ces sanctions additionnées et combinées avec les sanctions d'autres acteurs internationaux, naturellement le Royaume-Uni, mais également le Japon, le Canada, les États-Unis,
ont constitué un frein au développement économique et financier de la Russie. Et enfin, dans un cadre européen, nous avons, comme je l'ai indiqué aussi, mis sur pied une mission à la fois d'équipement et de formation de l'armée ukrainienne. Plus de 80 000 soldats ont été formés grâce naturellement aux armées européennes, mais sur des financements européens. Et des instruments d'équipement militaire ont été également financés sur crédit européen pour permettre à l'armée ukrainienne de disposer de matériel moderne en nombre suffisant. Et au-delà de ces sanctions que vous venez de citer, et donc de cette formation aussi notamment de l'armée ukrainienne, quel rôle peut vraiment jouer la diplomatie européenne et ses institutions dans ces périodes de forte tension? Il y a l'Ukraine, mais on pense aussi à ce qui se passe en ce moment en Iran, par exemple. Eh bien, vu de Paris et vu du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, tout l'intérêt est précisément de combiner l'ensemble des leviers, l'ensemble des instruments qu'un pays comme la France peut avoir à sa disposition. À la fois parce que la France donc est membre, elle est aussi permanent du Conseil de sécurité et peut au sein du Conseil de sécurité animer la communauté internationale, que ce soit au Conseil de sécurité mais également à l'Assemblée générale. Et on a vu ces dernières années un certain nombre de votes aussi à l'initiative de la France pour condamner, mais également pour encourager certaines évolutions. Première chose, donc les Nations Unies. Deuxième échelon, celui du G7 et je rappellerai que la France assure la présidence du G7 pendant cette année 2026 et un certain nombre de réunions au niveau des présidents, chefs d'État, mais également au niveau des ministres et au niveau des fonctionnaires, bien entendu, ont lieu depuis le mois de janvier, s'égrèneront pendant toute l'année. Dans quelques jours, nous aurons dans les environs de Paris une réunion des ministres des Affaires étrangères, de ces membres du G7, précisément pour coordonner notre action face à ces grands lieux de crise. Et troisièmement, on l'a dit, donc Nations Unies, G7, mais également niveau européen. Et au niveau européen, la France, en coordination étroite avec l'Allemagne, avec d'autres voisins et pays proches, essaye au maximum de faire en sorte que nous puissions, dans l'intérêt de nos concitoyens, trouver des solutions à ces crises, notamment la dernière crise au Proche, au Moyen-Orient, qui a des répercussions économique très importante. Alors votre direction de l'Union européenne s'occupe aussi des relations avec les États de sa zone géographique, donc de ses voisins. Quel est son rôle exact dans ce domaine ? Eh bien, donc dans ce domaine, il y a là encore une fois différents niveaux d'action. Il y a un niveau d'action extrêmement concret qui est celui de la coopération transfrontalière, puisque avec chacun des pays avec lesquels nous partageons une frontière, de la Belgique à l'Italie, sans oublier l'Espagne, les frontières terrestres, nous avons donc des communautés frontalières avec des compatriotes qui travaillent, qui ont des relations avec nos citoyens européens de l'autre côté de la frontière, avec un certain nombre de sujets qui peuvent se poser sur le droit du travail, le droit social, etc., les transports. Et donc nous avons toute une architecture de coopération avec l'ensemble de ces pays pour essayer de trouver des solutions à ces questions souvent très administratives et très concrètes qui peuvent se poser pour nos compatriotes qui vivent aux frontières. Deuxièmement, nous avons au-delà des pays frontaliers aussi des coopérations avec tous les pays européens d'une manière ou d'une autre, mais également une coopération plus renforcée avec certains d'entre eux, sous la forme notamment d'un traité d'amitié et de coopération renforcée. C'est connu avec l'Allemagne, puisque nous avons depuis 1963 un traité d'amitié qui a scellé la réconciliation franco-allemande, mais il a été complété ensuite par le traité dit d'Aix-la-Chapelle en 2019. Et à l'image de cette coopération très forte institutionnelle que nous avons avec l'Allemagne, nous avons développé une coopération analogue sur la base également d'un traité d'amitié avec l'Italie il y a 4 ans, le traité du Quirinal. Le Quirinal, c'est une des collines de Rome où se trouvent les institutions gouvernementales romaines et italiennes. Un traité d'amitié avec l'Espagne, avec le traité de Barcelone, qui a été signé il y a bientôt 4 ans également.
Et un des derniers en date, c'est le traité dit de Nancy, qui a été signé avec la Pologne le 9 mai de l'an dernier. Et chacun de ces traités, en fait, prévoit aussi ce que nous appelons une comitologie, c'est-à-dire une organisation de réunions à différents niveaux. Et notamment dans ce cas-là, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, sous la forme d'un sommet, mais également des réunions ministérielles entre les différents ministères, des réunions de fonctionnaires pour favoriser, renforcer la coopération entre nos pays. Voilà, donc beaucoup de travail pour les 115 agents de cette direction de l'Union européenne dont vous êtes le directeur, Vincent Guérand. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio et de nous avoir présenté le travail de cette direction au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Encore merci. Merci beaucoup à Radio et merci pour votre curiosité.